Bonjour, c'est Capucine et donc aujourd'hui je vais vous parler du sommeil de l'enfant. Donc c'est une question qu'on m'a posée, donc c'est une grand-mère qui m'a posé une question pour sa petite fille qui a 11 mois et qui ne dort pas. Et j'avais envie de, d'y répondre un petit peu plus longuement dans une vidéo que juste ce que je lui ai répondu par message. Et puis je crois que c'est le lot de beaucoup de jeunes parents d'être en carence de sommeil. Donc on estime qu'un parent, la première année, il perd à peu près 500 heures de sommeil. Et je pense qu'on n'est pas bien préparé à ça. Puis moi, j'ai eu 2 enfants qui n'ont pas beaucoup dormi non plus. Donc je suis passée aussi par toutes ces phases-là. Et puis mes 2 sœurs sont passées par là aussi avec leurs enfants. Et puis voilà, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui passent par ces carences de sommeil. Et eh bien, on essaye tous un petit peu plein de trucs pour essayer de dormir un petit peu plus. Voilà. Donc moi, mon premier enfant, au départ, ça allait. Quoi, il dormait, je sais pas, un petit peu la nuit, mais je me souviens plus exactement comment. Et puis après, ça s'est compliqué quand j'ai repris le travail. J'ai repris le sport et je continue à allaiter. Donc je tirais mon lait et puis du coup il se rattrape un peu la nuit. Quoi, voilà. Tout ça nous a amené à un épuisement complet quand il avait à peu près 7 mois. Et du coup à ce moment-là, mais il y a un train qui passe. Et du coup, à ce moment-là, on est allé voir le médecin et j'étais dans un tel état de fatigue. Elle m'a dit mais écoute, il faut que tu dormes. Et du coup, je suis repartie sans médicaments, sans rien, juste avec la consigne de dormir. Donc on a donné une nuit mon fils à mes parents. Et le lendemain matin, mon mari me dit bon, on va le rechercher. J'ai dit non, je peux pas. J'étais trop fatiguée en fait. Je me sentais plus capable. Donc là, on a décidé parce qu'on vivait dans un studio à l'époque, et donc on a décidé d'emménager chez mes parents pour 4 mois en attendant que notre maison se finisse de se construire, pour qu'il puisse avoir sa chambre. Et voilà. Et du coup, après, une fois que j'ai été chez mes parents, ça a été quand même beaucoup plus facile. Et parce que du coup, mes parents faisaient à manger, quoi. Il y avait une intendance qui était faite qui m'a permis aussi de récupérer. Et puis voilà, le fait qu'il ait sa chambre aussi, il s'est mis un petit peu à mieux dormir. Donc voilà, ça c'était l'expérience pour mon premier. Et puis je vous raconterai le deuxième après. Donc dans les livres, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut instaurer une routine. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça, en fait. C'était vraiment hors de mes compétences, mais a priori, ça marche quand même assez bien pour certains parents, mais pas pour d'autres. Donc ce que j'ai lu entre mes 2 enfants en fait aussi, c'est cette croyance que le sommeil d'une traite c'est la norme en fait. Il y a dans les sociétés un peu plus traditionnelles, eh bien le sommeil fractionné est la norme en fait. C'est normal que parce que tout le monde dort dans la même pièce, eh bien il y a un vieux qui va faire pipi, un bébé qui pleure, il y en a un qui va entretenir le feu et il y a certaines tribus, il y a des rituels la nuit. Voilà, c'est le sommeil fractionné est la norme en fait. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ah oui effectivement, je peux avoir un sommeil fractionné et être en forme et avoir de l'énergie le matin. Donc déjà c'était un premier truc que j'ai compris et qui m'a permis d'accepter ce sommeil fractionné. Et puis en fait quand on pose un peu des questions aux adultes, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont déjà un sommeil fractionné, même sans enfants en fait, qui vont se réveiller pour X ou Y raison. Et ensuite, ce que j'ai compris entre mon premier et mon deuxième, c'est il fallait que je m'adapte à mon enfant. Il y avait des choses sur l'allaitement que je n'avais pas très bien compris. Et du coup, ce qui ont fait que voilà, il se réveillait beaucoup, on était obligé de le promener pour le rendormir, voilà. Et donc ça, j'ai un peu mieux compris pour le deuxième, comment ça fonctionnait l'allaitement et comment je pouvais mieux gérer ça la nuit. Et du coup je lui redonnais plus facilement le sein, alors que j'avais la croyance qu'en fait il fallait attendre entre 2 tétées un certain nombre d'heures, et je pensais pas qu'une heure après une tétée il pouvait à nouveau avoir faim. Voilà, je connaissais pas tout ce qui était pic de croissance, tétée en grappe, tout ça, voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher un petit peu si vous êtes sur de l'allaitement. Et du coup, c'est toute cette connaissance aussi qui m'a permis que ça aille beaucoup mieux pour le deuxième.
Ensuite, je pense qu'il faut savoir demander de l'aide. Il n'y a pas si longtemps, en fait, quand on avait un enfant, souvent il y avait les grands-parents qui étaient là, il y avait du monde et du soutien autour. Et maintenant, les familles, elles sont, il y a les deux parents et puis l'enfant. Donc, quand on se retrouve avec un petit, ben, on se retrouve souvent tout seul, et puis souvent le conjoint il retourne travailler, donc vous vous retrouvez en plus toute seule. Et puis, eh bien, c'est pas facile voilà, d'avoir un nourrisson, et donc il faut oser demander de l'aide. Voilà, je sais que ma sœur, ça a été très compliqué, mais elle a demandé de l'aide à sa belle-mère qui prenait le petit 1 à 2 fois par semaine la nuit pour qu'il puisse dormir, parce que c'était vraiment assez compliqué. Mais voilà, après, des fois, ça peut être même dans la journée de se faire une sieste et de demander à quelqu'un de prendre l'enfant 1 heure ou 2. Et de s'autoriser une sieste. Voilà, donc oser demander de l'aide, oser ralentir. Moi, l'erreur que j'avais faite, c'était que j'avais repris tout trop vite, le boulot, le sport. Et puis après, y en a qui vont vouloir aussi maintenir leur maison toute propre, toute rangée, et puis des fois oui, il faut lâcher aussi sur ce genre de choses, et puis accepter de ralentir un petit peu les premiers temps. Quand on a un enfant, on ne peut pas espérer avoir la même vie avant et après un enfant. Je crois que c'est quand même ça une utopie pour... c'est une utopie en fait. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire à nouveau après, mais les premiers temps, il y a quand même une adaptation à faire sur son rythme de vie. Donc ça, c'était pour ce qui concerne les parents. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'enfant qui ne dort pas ? Alors moi je voulais faire un petit peu le parallèle avec nous. Quand est-ce que vous dormez bien et qu'est-ce qui fait que vous allez bien dormir? Alors moi je sais que je dors bien quand je suis bien détendue, quand mon corps il est bien détendu. Par exemple, si j'ai fait une séance d'ostéopathie, je dors bien. Alors oui, l'ostéopathie ça marche bien sur les enfants, ça va détendre leur corps, et du coup ils vont mieux dormir. Mais vous pouvez aussi les masser, et aussi moi ce que j'aime bien, ce que j'ai beaucoup fait sur mon deuxième, c'est que je l'ai étiré. L'os il grandit en premier, puis le muscle il suit, et donc comme ils grandissent un peu en permanence, on a toujours l'impression qu'ils sont un petit peu tendus, c'est nos enfants, même ceux qui dorment bien. Donc moi j'ai beaucoup étiré, massé. Vous pouvez regarder un peu les vidéos des massages africains où il y a du massage, mais il y a aussi beaucoup d'étirements en fait dans les articulations, et donc c'est ça que j'ai un peu plus fait aussi pour mon deuxième. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, alors moi j'ai tout vu, hein. Il y a des parents qui essayent la blédine pour épaissir, il y en a qui disent c'est parce que c'est l'allaitement, il y en a qui disent oui, ils dorment mieux au biberon, mais en fait dans la réalité, moi il y a des enfants qui sont allaités qui dorment très bien, il y en a qui sont au biberon qui ne dorment pas, il y a vraiment, pour moi il n'y a aucune réalité là-dessus, et il ne faut pas sevrer un enfant parce qu'il ne dort pas, ça changera, quoi. À part dans peut-être certains cas, mais ce n'est pas forcément en lien en fait. Et si vous avez mangé une choucroute, je ne suis pas sûre que vous dormiez bien. Donc c'est pareil, ça ne sert à rien de vouloir donner plus le soir en espérant qu'ils tiennent plus longtemps. Des fois en fait ils dorment juste moins bien. Et il y a certaines études qui ont émis l'hypothèse aussi que ces sommeils fractionnés, c'était aussi lié à leur survie, et que c'était comme leur système n'est pas complètement mature, ils avaient besoin de ce réveil aussi la nuit. Voilà, donc ça, je ne sais pas exactement. Voilà, donc ça peut être aussi normal en fait qu'un enfant se réveille la nuit. Et je pense qu'aussi les enfants, ils ont quand même besoin de contact pour la plupart. Alors j'en ai vu quelques-uns, donc un dernièrement là qui aimait pas qu'on le touche et qui avait besoin de tout seul dans son lit pour dormir, mais c'est plutôt assez rare en fait, et la plupart des enfants en fait ils aiment quand même avoir un adulte pas trop loin, voire un contact. Moi mon deuxième il avait quasiment besoin d'avoir un bras sur moi pour pouvoir s'endormir, et s'il me touchait pas c'était de genre danger, et ça c'est des systèmes qui sont issus de nos ancêtres, où s'il n'y a pas un adulte égale danger, égale il y a peut-être un ours dans les parages, alors que si je suis avec l'adulte, il se sent en sécurité, puis il va plus facilement s'endormir. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire sur l'enfant. Donc l'ostéopathie, massage, étirement, l'alimentation, vous pouvez essayer, mais moi j'y crois assez peu en fait.
Voilà. Et ensuite, j'avais envie de vous parler en dernier de l'endormissement. Comment est-ce qu'on va réussir à faire passer l'enfant dans le sommeil. Donc, il y a des enfants qui vont s'endormir sur le biberon ou sur le sein. Et donc, il y a plein de parents qui vont utiliser ça pendant assez longtemps. Mais passé un certain âge, ça ne marche plus. Mais moi, je l'ai utilisé pendant longtemps et c'était vraiment très pratique, j'avoue, de l'endormir au sein parce qu'on avait un endormissement rapide, sans pleurs et sans énervement, c'était très calme. Et ensuite, les enfants, ils ont quand même besoin d'être bercés. Donc, soit vous arrivez à les bercer dans les bras, mais c'est pareil, à un certain poids, c'est compliqué. Donc, si vraiment c'est des enfants qui ne dorment pas, vous avez le porte-bébé, puis vous avez la poussette. Après, il y a des parents qui ont peur, en fait, que si on commence à utiliser ça, plus jamais ils vont s'endormir tout seuls. Mais en fait, l'enfant, il grandit et il y a plein de choses qui vont maturer et changer. Et un enfant qui a 6 mois, c'est pas pareil qu'un enfant qui a 1 an, qui a 2 ans. Et en fait, progressivement, vous allez pouvoir le rendormir et lui réapprendre à s'endormir dans son lit. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on est dans des états de fatigue où on a besoin qu'il s'endorme aussi rapidement. Et poussette et porte-bébé, c'est super, ça marche bien. Et il faut bien avoir conscience que c'est des choses qui sont temporaires et vous pourrez changer après. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces solutions-là tant que vous en avez besoin et tant que ça permet aussi que la famille elle fonctionne de façon confortable aussi. C'est ça, je veux dire, il arrive un moment, il faut peut-être des fois lâcher sur certains trucs en fait pour que tout le monde puisse dormir et tout le monde puisse être en forme et agréable, parce qu'un enfant qui ne dort pas, ça tape sur le système de tout le monde au bout d'un moment, et même du couple, et même voilà, hein, donc, et des fois il vaut mieux utiliser ces choses-là et dormir. Et en dernier, j'avais envie de vous parler de l'emmaillotage que moi je n'ai pas essayé, mais voilà, j'ai des patientes qui ont essayé et qui en sont contentes. Sur des enfants par exemple qui font des sursauts dans leur sommeil, c'est leurs réflexes qui sont très actifs, et en fait le fait de les emmailloter un petit peu, eh bien ça va contenir un peu ces réflexes, parce que souvent en fait ils vont faire des sursauts et c'est ça qui va les réveiller, donc ça va pouvoir supprimer des fois un des réveils qui est lié au sursaut, pour avoir juste le réveil pour manger ou ces choses-là. Donc vous pouvez essayer aussi l'emmaillotage. Et en dernier, eh bien, c'est la patience. Il vous faudra du temps parce que de toute façon, tout évolue, ce que je vous disais tout à l'heure. Un enfant qui a 6 mois, c'est pas comme un enfant qui a 1 an, c'est pas comme un enfant qui a 2 ans, qui a 6 ans, et que de toute façon, quand ils seront ados, ils dormiront. Et donc c'est des choses qui évoluent, même quand on a la tête dedans, on a l'impression que jamais on va s'en sortir en fait. Mais si, on y arrive, et voilà. Puis après, on essaye tous un peu des trucs. Et puis des fois, des trucs qui ont marché la veille ne marchent pas le jour actuel. Voilà. Donc on est obligé de surfer sur la vague et d'observer son enfant, de quoi il a besoin. Voilà. Je ne sais pas si ça aura répondu à vos questions, mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu mon expérience et puis mon avis sur la question. Et du coup pour mon deuxième, il n'a pas dormi non plus de façon extraordinaire, mais déjà j'avais mieux compris l'allaitement, donc il devait faire des cycles de 3 heures, et puis moi ça m'allait, j'ai repris le travail moins vite et moins soutenu, je me suis organisée, on a pris un congé parental, mon mari était disponible. J'ai fait ces 15 jours de repos strict qui sont proposés dans certaines traditions. Donc j'ai quasiment rien fait pendant 15 jours. C'est vrai que ça a changé, j'avais beaucoup plus d'énergie. Voilà. Puis mon mari était à la maison pendant 3 jours et il travaillait que 3 jours. Voilà, ça change pas mal de choses. Donc il y a aussi tout ce qui est organisation aussi de la vie familiale, des fois qu'il faut accepter de modifier pour que ça soit confortable pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager si cette vidéo vous a plu. Et puis donc vous pouvez retrouver une vidéo bonus sur les réflexes archaïques et puis quelques-unes de mes formations qui sont dans le lien en dessous. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.